Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le dimanche 15 mars, il est 11h10 très exactement. Nous sommes un peu en retard sur le programme, mais c'est pas très grave puisque tu vas le voir, aujourd'hui c'est une news scientifique relativement courte. Une news qui nous vient de l'INSERM et qui parle de choix politiques. Bah oui, puisque nous sommes le 15 mars, le premier tour des municipales. Alors il paraît qu'il faut pas dire des trucs, je sais pas, faut pas orienter vers des candidats soi-disant on va venir me prendre par la peau du cul et me mettre des énormes fessées si j'ose dire des choses. Mais vous inquiétez pas, je ne vais rien dire, on va rester relativement évasif, vous allez comprendre par vous-même de quoi il s'agit. Bon, c'est comment notre cerveau peut nous influencer à penser certaines choses. Bon, jusque-là, rien de nouveau, hein, puisque on sait que le cerveau est le théâtre de tout un tas d'activités physiologiques qui va nous pousser à faire des choses ou pas. D'ailleurs, donc bon, ça, ce n'est pas du tout une nouveauté. Je pense que vous le saviez, hein, que le cerveau, quand même, c'est un organe particulièrement important qui conditionne ce que vous pensez, qui conditionne ce que vous faites, qui conditionne tout un tas de choses sur votre être. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de parler d'une théorie. Enfin, je ne devrais pas dire une théorie d'ailleurs, en tant que bon scientifique, je devrais parler d'hypothèse, puisque c'est de ça dont il s'agit. Un chercheur de l'INSERM qui travaille depuis longtemps sur le cerveau a proposé en tout cas dans une publication récente un modèle. Donc c'est une hypothèse de travail, d'accord. Il n'y a pas eu encore, je le précise dès maintenant, je vais le redire après, il n'y a pas eu encore des expériences pour valider ou invalider le modèle qu'il propose. C'est simplement un papier qui met en évidence un modèle, d'accord. Je le précise là, je vais le redire, je pense à la fin, c'est important de le noter que le papier ne présente pas des expériences qui pourraient justifier ce modèle-là. C'est juste un papier, c'est bien un nouveau papier de littérature scientifique, mais qui juste présente la théorie, plutôt l'hypothèse pour le dire plus justement. Donc de quoi s'agit-il plus précisément ? Eh bien, c'est un modèle qui tente de relier des fonctions cérébrales, ou plutôt des parties du cerveau qui s'activeraient, une corrélation qu'il y aurait entre certaines parties du cerveau et opinion politique, ou plutôt comment on pourrait changer sa manière de percevoir le monde, sa manière de voter, sa manière d'avoir peut-être des valeurs changeantes en fonction de comment notre cerveau s'active. Donc grosso merdo, c'est principalement ça qu'il faut retenir de la news. C'est l'établissement d'un modèle qui en tout cas propose une forme de corrélation entre l'activation de certaines zones du cerveau et le fait d'être plus proche de certaines valeurs, plus proche en tout cas de certaines opinions politiques, plus proche en tout cas de certaines manières de penser le monde. Donc vous allez le voir, avec l'article, je vais être un peu plus juste, un peu plus précis sur les termes. Alors justement, il va distinguer, le chercheur, deux modes de fonctionnement du cerveau. Alors déjà, moi je me suis un petit peu renseigné pour préparer l'article sur l'anatomie du cerveau, chose que je connaissais vraiment très peu. Et c'est une chose qui s'est avérée hyper intéressante. Je connais rien à l'anatomie du cerveau, mais je pense que ça m'intéresse maintenant. Maintenant que j'ai commencé à mettre le doigt dedans, j'ai envie de savoir les différentes parties. Le cerveau, c'est un organe très complexe, avec beaucoup d'éléments très différents. Et j'ai appris par exemple, le saviez-vous, peut-être vous ne le saviez pas, mais le mot cortex, en fait, est relatif à la surface, puisque en fait en latin ça veut dire écorce et l'adjectif est cortical. Alors pourquoi je parle de l'adjectif cortical ? Parce que je vais l'employer après, vous allez le voir. Ça, j'ai appris du coup que cortex voulait en fait dire relatif à la surface du cerveau. C'est littéralement la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique. Alors pour le cerveau, quand on appelle les différents cortex du cerveau, ça va être littéralement la partie on va dire visible qu'on voit lorsqu'on ouvre la boîte crânienne, si vous voulez. Et donc c'est important de comprendre ça, parce que on va parler après de systèmes sous-corticaux pour parler des systèmes qui sont en dessous justement de l'écorce, en dessous de la surface. Et ça, j'avais pas conscience en fait que le mot cortex désignait vraiment la partie superficielle du cerveau. qu'on distingue après du reste de l'intérieur aussi du cerveau, de ce qu'il y a des objets, on va dire des sous-organes qu'il peut y avoir
à l'intérieur, du cerveau, quoi. Plus profondément enfoncé à l'intérieur, quoi. Minus et cortex. Tout à fait. Et donc, dans cet article, on va distinguer grossièrement deux zones du cerveau qui sont à la base associées à des éléments différents sur le point de vue cognitif. On distingue d'un côté, le cortex préfrontal. Voilà, je vais y arriver. Le cortex préfrontal, lui, ça va être du coup la partie superficielle puisque c'est le cortex. Et préfrontal, c'est du lobe préfrontal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le lobe préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est plutôt devant, okay, au niveau de votre front, pour le dire de manière un peu vulgarisée. Et donc ce cortex préfrontal, c'est une zone particulièrement importante du cerveau parce que c'est là où en particulier on va avoir des fonctions cognitives dites supérieures. Alors ça veut dire quoi? C'est là où il y a le langage, la mémoire de travail, le raisonnement et aussi les fonctions exécutives. C'est aussi la région du goût et de l'odorat, nous dit Wikipédia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être la fonction où vous allez faire le travail analytique en réalité, c'est-à-dire réfléchir à des problèmes complexes, essayer de les résoudre. Vous allez en général mobiliser plutôt cette région-là du cerveau, donc le cortex préfrontal qui va être derrière, qui va être mobilisé lorsque vous êtes face à un problème complexe. Par exemple, vous avez plusieurs, au hasard, hein, vous avez plusieurs bulletins, vous avez plusieurs programmes politiques devant vous. Cet exemple est tout à fait au hasard, bien sûr. Vous avez plusieurs programmes politiques devant vous et vous allez les comparer les uns les autres. Vous allez essayer de réfléchir sur que dit l'un, que dit l'autre. Est-ce que lui est plus comme ça, l'autre est plus comme ça? Vous allez faire un travail analytique qui va davantage mobiliser cette partie-là du cerveau. Et je vois quelqu'un qui intervient en parlant de l'exploitation de 10% du cerveau. Ceci est une idée reçue, bien sûr. On n'utilise pas du tout seulement que 10% de notre cerveau. Notre cerveau est utilisé de manière bien plus vaste que ces El Famoso 10%. Hein. Ne vous faites pas avoir par ces idées reçues. Donc voilà, d'un côté, on a cette partie-là du cerveau qui, comme je le répète, est mobilisée pour résoudre des problèmes complexes. Alors moi, c'est marrant parce que l'article n'en parle pas, mais ça me fait carrément penser à ce qu'on appelle le système 2, si je ne me trompe pas, en psychologie. Le système 2, c'est quoi? C'est un système où on va justement réfléchir de manière posée à un problème en prenant tous les éléments du problème, en les mettant les uns les autres en parallèle, en allant chercher d'autres sources d'informations pour essayer de résoudre. Ce système 2 en psychologie qu'on oppose souvent au système 1, qui lui est un système bien plus intuitif, où au contraire, on ne va pas trop réfléchir, on va se servir d'automatismes, d'habitudes, dont notre cerveau a besoin aussi pour économiser de l'énergie. Donc en système 1, c'est l'inverse, on va donner une réponse quasiment instantanée en se servant de ce que notre cerveau a construit de manière habituelle pour répondre rapidement et efficacement plutôt pour répondre de manière rapide et économique à un problème donné. Donc ça, l'article ne parle pas des systèmes en psychologie, c'est moi qui l'ajoute, je ne sais pas dans quelle mesure c'est comparable ou pas, mais ça m'a fait penser à ça. Donc d'un côté, voilà, on a cette partie du cerveau, le lobe préfrontal, je vais y arriver, ou plus précisément le cortex préfrontal qui est impliqué dans ce genre de réflexion. Collecter des informations complémentaires sur un sujet, appréhender la complexité du problème et faire en sorte de calculer les options et après à la fin de donner une réponse, quoi. C'est souvent tout un travail analytique qui est fait derrière. Le lobe temporal, c'est où? Alors le temporal, je crois que c'est dans une autre partie du cerveau. Si tu veux avoir la réponse, je peux te la donner vite fait parce que j'ai re-regardé un peu à quoi ressemblait le cerveau. Et le lobe temporal, lui, il est situé plutôt... Il est situé juste en dessous du lobe frontal. Le devant, il est là. Le lobe frontal, il est là. Et en dessous, tu as le lobe temporal. Donc ça, c'est une partie dont on ne va pas discuter. Mais voilà, si tu veux anatomiquement comment c'est foutu, c'est comme ça. Salut Libre Skepti. Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, c'est là où c'est intéressant, on va opposer ce cortex préfrontal à une autre partie du cerveau qui, elle, ne se situe pas
en surface, mais plutôt à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de structure sous-corticale. Pourquoi sous-corticale? Parce que ça veut dire sous le cortex, sous la surface. On va avoir plutôt à l'intérieur du cerveau un certain nombre de structures qui, elles, au contraire, vont s'activer lorsque on est dans une situation où il faut prendre une décision rapide, en fait. Et donc, c'est des structures qui vont être, voilà, encore une fois, mobilisées si on est dans une situation qui ne nous permet pas d'avoir le temps de réfléchir. Donc, ça va être genre ce qui va s'apparenter, voilà, à une décision prise dans l'habitude sans qu'on y soit nécessairement très conscient, quoi. Donc parmi, voilà, il y a tout un tas de sous-organes, de sous-structures qui sont dans cette zone-là du cerveau, qui est plutôt à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les ganglions de la base qui sont à cet endroit. Bon, ça vous parle probablement pas, moi ça me parlait pas. En tout cas, il y a, par exemple, au niveau de ces éléments, il y a un élément qui peut-être vous parle, c'est ce qu'on appelle le stratium. Le striatum, pardon. Le striatum qui, lui, est un petit élément du cerveau qui est impliqué dans les mouvements involontaires, la motivation alimentaire ou sexuelle, la gestion de la douleur et la cicatrisation. Le striatum qui est malheureusement trop souvent invoqué pour justifier un peu le comportement d'habitude ou le comportement, on va dire... comme on pourrait dire ça, entre guillemets animal, hein, je me mettais des gros guillemets à ça, mais le comportement un peu facile qu'on peut avoir à, par exemple, consommer de plus en plus quelque chose, à faire des choses qui nous font du bien et les faire de manière un peu sans modération. Alors, il ne faut pas garder en tête cette image exagérée du striatum d'une part, parce que c'est pas seulement ce que fait le striatum, mais aussi et surtout parce qu'il y a d'autres éléments du cerveau qui viennent modérer justement ces éléments-là qui nous poussent à nous comporter d'une certaine manière un peu excessive parfois. Alors je ne sais pas, je pourrais pas te répondre, Miawalla, entre l'amygdale du cerveau et celui de la gorge. Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport à proprement parler, je ne sais pas. D'un point de vue étymologique, il doit y en avoir un, je pense. Et salut Gaspot, mais je le connais pas. Donc voilà, le striatum, pourquoi j'en parle? Parce qu'il fait partie justement de ces éléments subcorticales, c'est-à-dire, ou sous-corticales, c'est-à-dire qui se situent sous, encore une fois, la surface du cerveau et qui sont impliqués, eux, dans d'autres raisonnements, dans d'autres réflexions qui sont justement peu des réflexions, mais plutôt sont mobilisés lorsqu'il s'agit de rapidement penser à quelque chose, rapidement répondre à un problème qui est urgent, qui est dans une situation qui peut être relativement stressante. La priorité devient la prise de décision rapide et non la précision. Donc c'est un peu deux parties du cerveau qui fonctionnent, si vous voulez, de manière assez asymétrique. Je rappelle, d'un côté, la partie préfrontale qui est plutôt analytique, où c'est le siège de réflexion un peu poussé, où c'est la décomposition d'un problème pour essayer de peser le pour et le contre et de donner la meilleure réponse possible, d'un côté. Et de l'autre côté, les structures sous-corticales, donc des structures qui sont plutôt à l'intérieur du cerveau et qui vont au contraire s'activer lorsqu'il n'y a pas le time et qu'il faut être le plus rapide et le plus économe en énergie possible, parce qu'il n'y a pas le time, quoi. Voilà. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez déjà une partie du modèle que le chercheur a mis en avant. Il distingue ces deux parties-là du cerveau et maintenant il essaie de voir est-ce que ces deux parties-là ne sont pas liées à une certaine manière aussi de se représenter le monde, de considérer la situation d'un point de vue politique. Donc c'est là où on peut débattre. De toute façon, il n'y a pas eu, encore une fois, d'expérience qui mette en avant une quelconque corrélation. Pour le moment, la publication est juste la présentation d'un modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que lorsque notre cerveau, lorsque vous et moi, on est face à un stress ou une menace, notre cerveau bascule d'un mode à l'autre. Ça, pour le coup, c'est connu. C'est-à-dire que de base, lorsqu'on est pépouze, calme, vous et moi, on est sur Twitch, voilà, on discute, on est rien de stress, on peut activer notre lobe préfrontal de sorte à avoir une réflexion posée, à savoir si les propos d'Olivier Hamon sont ultra basés et décrivent une forme de réalité vers laquelle on va tendre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure
pour toi YouTube qui n'était pas là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le chat. Donc ça, c'est la situation initiale de base. Mais lorsqu'on est soumis à un stress, eh bien, notre cerveau, si vous voulez, passe en mode automatique. Et au lieu de rester dans ce mode préfrontal, on va au contraire mobiliser le sous-cortical, la partie intérieure du cerveau, et en particulier, bon, entre autres le striatum, mais pas seulement, pour justement aller au plus vite et à l'économie d'énergie. On est en mode, si vous voulez, automatique sans nuance. Appliqué à la politique, ce modèle considère que si une personne se sent menacée par sa situation financière, la survenue possible d'une guerre, les conditions économiques de son pays, etc., donc plein d'éléments extérieurs qui vous poussent finalement dans vos retranchements, qui vous créent un stress, qui vous donnent des raisons en tout cas de vous sentir en insécurité, alors il est possible, selon ce modèle-là en tout cas, il est possible que les messages et les solutions à l'extrême vont être amplifiés. En gros, notre cerveau va privilégier des réponses qui soient les plus simples face à des problèmes complexes. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'article. Je ne fais que répéter, hein. Mais l'article dit en substance, la phrase, ouvrez les guillemets, les migrants prennent votre travail, fermez les guillemets, pourra être intégrée comme vraie, non pas parce qu'elle est rigoureusement examinée, mais parce qu'elle permet de clore rapidement l'incertitude. Donc là, il y a un exemple, si vous n'avez rien compris depuis le début, il y a un exemple qui est donné en mode attention, est-ce que le fait qu'en situation de stress, notre cerveau se mette justement à fonctionner avec d'autres parties, ça ne va pas tendre, ça ne va pas nous pousser à justement avoir des réponses simples et fallacieuses à des problèmes complexes et donc nous pousser à penser d'une certaine manière un peu extrême, voire très extrême. Voilà le modèle que met en avant ces chercheurs. Salut Primo Boomer. Donc ils expliquent et ils terminent l'article comme ça pour mettre cette hypothèse, pour tester l'hypothèse, pour voir si elle peut être valide ou pas. Encore faut-il mener des travaux, des expériences chez des volontaires, chose qu'ils n'ont pas encore fait puisque je le rappelle, cet article est simplement un article de présentation du modèle. Les expériences pour voir si leur modèle fonctionne sont encore à faire. Donc voilà. Ça va être l'objet de futurs travaux pour ces chercheurs-là. Donc voilà, l'idée, encore une fois, je le répète, et l'article est relativement court, hein, je vous ai dit, ça se termine ici. Le but, c'était surtout de voir différentes parties du cerveau. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est de présenter un modèle. On ne sait pas encore s'il est vrai ou s'il est faux, mais en tout cas, c'est de tisser le lien, s'il existe, enfin de proposer un lien, s'il existe, entre activation d'une certaine partie du cerveau et finalement notre propension à être plus extrême dans certaines pensées, ou plutôt de prendre des raccourcis Mario Kart pour essayer d'appréhender des problèmes qui mériteraient beaucoup plus de nuances et de raisonnement analytique. Puisque ce qu'on sait en tout cas, et ça c'est a priori vrai, en situation de stress, notre cerveau va fonctionner plutôt en automatique, encore une fois, va donner des réponses simples, rapides, économes à des problèmes complexes. Donc voilà, leurs futures expériences vont se concentrer, je ne sais pas exactement comment ils vont mettre en place l'expérience, hein, mais je pense que l'idée, ça va être d'essayer de faire changer de mode de fonctionnement chez les participants. En gros, de base, les participants vont fonctionner en mode préfrontal, c'est-à-dire en mode raisonnement poussé, et on va leur créer un stress d'une manière ou d'une autre pour que le fonctionnement du cerveau se rabatte vers des fonctions sous-corticales qui sont du coup plutôt à l'intérieur du cerveau. Et on va essayer de mesurer si ces mêmes personnes vont être plus aptes à avoir, on va dire, des pensées plus simplificatrices et fallacieuses, quoi. Voilà en tout cas le modèle. Maintenant, vous pouvez trouver ça exagéré, vous pouvez être contre, vous pouvez trouver ça un peu simplet, un peu facile. Pas de problème, hein, de toute façon, il n'y a aucune donnée qui, pour le moment, justifie, enfin, il n'y a aucun élément expérimental qui permet de consolider le modèle. Encore une fois, c'est juste une publication qui propose un modèle, encore faut-il qu'il soit
eh bien, soit validées, soit au contraire invalidées à travers les expériences qui seront menées, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour la news. Je te laisse là, YouTube. J'avais prévenu que c'était relativement court. L'intérêt était surtout de s'intéresser à quelques éléments du cerveau et de voir de manière un peu grossière justement comment on distingue les différentes parties, sachant qu'il y aurait des milliards de trucs il y aurait des milliards de trucs en plus à dire, je vais y arriver. Donc voilà, c'est un portrait un peu simple que je décris, mais je trouve que c'était quand même intéressant. Je vous fais des bisous YouTube et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en science bien sûr. À très bientôt. Ciao.